venu à question directe qui reçoit aujourd'hui Mamadou Sarr. Mamadou Sarr est commissaire aux enquêtes économiques. Il a été pendant 11 ans le chef du bureau économique du Sénégal en Chine. Il est aussi expert international du commerce et investissement. Monsieur Sarr, merci d'avoir accepté notre invitation. La Chine est à l'une de l'actualité ces derniers jours. Le Sénégal est présent à la Chine avec le président Diomaye Faye, une forte délégation. Qu'est-ce que le Sénégal peut-il encore attendre de la Chine? Je voudrais tout d'abord vous remercier, Alsan, de votre aimable invitation. Et je pense que cette invitation vient en point nommé parce qu'en ce moment, le président de la République du Sénégal effectue une importante visite en Chine. Et si l'on sait que la Chine et le Sénégal entretiennent une relation économique et diplomatique multiforme et variée, donc ça revêt un caractère assez spécial. Et c'est un rendez-vous de rencontre entre l'Afrique et la Chine, où 53 États africains prennent part, plus la Commission de l'Union africaine. Si l'on sait que ce forum de coopération Chine-Afrique tient à ce jour son 4e sommet. Le premier s'est tenu en 2006 à Beijing. En 2015, le sommet s'est tenu à Johannesburg. 2018 à Beijing et 2024 à Beijing après cette crise de pandémie. Et je pense que si le président effectue sa première visite en Chine, ça revêt un caractère extrêmement important parce que le Sénégal est non seulement coprésident du FOCAC, mais également le Sénégal figure parmi les têtes de pont de la coopération chinoise en Afrique. On a vu que le Sénégal coopère beaucoup avec la Chine. Ces derniers temps, il y a un nouveau régime. Le président fait sa première visite quasiment officielle en Chine. Qu'est-ce que ça peut signifier sur le plan diplomatique? Sur le plan diplomatique, ça a un caractère important parce que nous savons que la Chine, c'est la 2e puissance économique et la première puissance commerciale du monde. Et du point de vue d'échange, la Chine était en 2013 24e destination de nos exportations, avec à hauteur de 8 milliards d'exportations. Et rien qu'en 2014, avec la signature d'importants accords que le Bureau économique a initiés, notamment sur l'échange de lettres, sur le tarif douanier zéro de la Chine, qui nous donne 8064 lignes tarifaires, qui ont accès au marché chinois quota free, duty free. Nous ne payons pas de droits de douane, il n'y a pas de limitation. Mais également un autre important accord technique, il s'agit de l'accord sur l'arachide, pas seulement, parce que nous pouvons exporter aussi de l'huile d'arachide, qui a fait que les exportations sénégalaises vers ce pays ont explosé en 2015. Nous sommes passés de moins de 8 milliards en valeur d'exportation à plus de 75 milliards de francs CFA. Et cette dynamique est maintenue jusqu'à présent. Nous exportons énormément pour vous dire que la coopération est très dynamique. Sur le plan aussi des investissements, vous avez vu ce que la Chine a apporté en termes d'investissement, mais surtout en termes aussi d'investissement direct étranger. Parce que la coopération, c'est des barrières. Il faut des équipes pour lever ces barrières. Il y a l'autoroute Ila Touba qui a été mise en place avec les Chinois. Il y a l'autoroute Ila Touba, il y a l'autoroute AIBD Mbour-Thiès, il y a également le pont de Foundiougne, il y a l'arène nationale. Il y a énormément de réalisations sur le plan des infrastructures. Et actuellement, la prolongation de route AIBD Mbour-Thiès jusqu'à Kaolack, mais également la côtière avec Dakar-Saint-Louis. Donc, du point de vue des infrastructures, le Sénégal a tiré le maximum de profit. Mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi cette visite revêt un caractère assez important pour le Sénégal. Surtout du point de vue du secteur productif. Sur le secteur des infrastructures et du commerce, nous avons fait un bond extrêmement important. Mais sur le secteur des produits productifs, nous avons fait, mais c'est toujours à l'étape embryonnaire. Et le président de la République qui part en Chine, et nous attendons des changements fondamentaux au niveau de la coopération pour booster aussi d'autres secteurs. Parce qu'il n'y a pas que les accords sur le commerce que nous avons signés, il y a aussi un accord sur le tourisme. La Chine encourage les Chinois à visiter le Sénégal. Et je pense que cet accord devrait être mis à profit, parce que si l'on sait que les Occidentaux tirent beaucoup de du tourisme chinois, qui est de plus de 100 millions de touristes par an.
Et chaque Chinois qui va en Europe dépense au minimum $1 500. Qu'est-ce qui fait qu'au Sénégal jusqu'ici, justement, ce volet de tourisme n'est pas très développé? Le tourisme, nous pouvons développer cela. Parce que moi, avant d'aller en Chine, j'avais réalisé avec une équipe de la CUNICED et des experts nationaux et internationaux ce qu'on appelle étude diagnostique de l'intégration du commerce. Et cette étude, nous avons étudié des sectoriels tels que le tourisme, sur l'environnement des affaires, la pêche et aussi l'agriculture, mais douane et transit. Et ce que nous avons constaté sur le tourisme, il y a beaucoup de réformes à opérer, notamment sur la maîtrise des données sur le tourisme, quelles sont les nuitées, mais surtout construire des infrastructures touristiques, quitter du tourisme de balnéaire ou tourisme d'affaires pour aller dans des tourismes beaucoup ciblés, tels que fait la Chine, tels que fait Dubaï et d'autres. Je pense qu'à ce niveau, il faut des infrastructures extrêmement importantes. C'est important d'avoir des infrastructures dynamiques pour pouvoir booster le tourisme et d'autres secteurs. Ouais. Sur le plan des infrastructures, vous avez parlé tantôt d'autoroutes. Et beaucoup disent que le rail participe beaucoup au développement du pays. Les Sénégalais se demandent pourquoi le Sénégal ne peut pas avoir une coopération avec la Chine pour construire un chemin de fer qui quitte Dakar, qui passe à Saint-Louis, qui passe à Matam, Bakel, jusqu'à Kolda, jusqu'à Ziguinchor, pour justement participer à connecter davantage les pays. C'est une question très pertinente. Vous savez, en 2014, quand le président a effectué sa première visite d'État en Chine, en février 2014, 2 ans après son accession au pouvoir, donc il y avait eu 8 projets qui étaient mis sur la table entre la Chine et le Sénégal avant d'aller au groupe consultatif de Paris. Et parmi ces projets, il figurait donc la réhabilitation de la ferroviaire Dakar-Bamako. Oui. Et aussi, même le train express régional qui a été réalisé par d'autres, par une autre coopération, notamment française. Le Sénégal a dans son plan cette dynamique de développer le ferroviaire parce que ça permet quand même de réduire les coûts d'échange. Si nous savons que le commerce, c'est la facilitation des échanges, il faut faciliter les échanges de personnes et de biens pour dynamiser le commerce, créer de l'emploi et surtout impacter sur la croissance du pays. Je pense qu'avec les nouvelles autorités qui viennent d'arriver, ils vont prendre cette question et mettre sur la table avec la Chine des changements fondamentaux dans la coopération, comme je l'ai dit tantôt, pour booster également la coopération dans d'autres secteurs, sur le ferroviaire, sur, comme je dis, sur le plan du secteur productif, pour permettre au Sénégal de créer le maximum d'emplois. Mais dans le cadre de la coopération, les gens se posent souvent des questions de transfert de technologie. Les Chinois viennent, ils construisent, mais souvent, il n'y a pas de formation sur place pour que si les infrastructures tombent en panne, qu'on puisse les réparer. Il y a eu le cas du stade d'Amitié. À un moment, quand les lampadaires sont tombés en panne, on est obligé d'aller jusqu'en Chine pour importer les matériaux pour remplacer les lampadaires. Voilà, vous savez, dans la gestion de la gouvernance, il y a ce qu'on appelle des coûts explicites, des coûts de fonctionnement normal, mais des coûts implicites. C'est les coûts sociaux que nous pouvons rencontrer dans la gestion d'un projet. Mais cet état de fait est en train d'être corrigé par le Sénégal. Parce que depuis un certain temps, le Sénégal travaille dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi la responsabilité sociétale de la coopération. Parce que de plus en plus, le Sénégal envoie des ingénieurs se former en Chine dans l'aviation. Actuellement, il y a des jeunes qui sont en train d'être formés au niveau de Chengdu, à Sichuan, mais également dans l'ingénierie, donc les génies civils. Il y a eu beaucoup de jeunes étudiants qui sont en train d'être formés. Parce que la coopération, c'est 9 secteurs, notamment les échanges humains avec l'envoi d'étudiants pour se former en Chine. Et ça permet de régler ce gap en termes de ressources humaines pour pouvoir travailler sur le transfert du savoir, sur le know-how. Je pense que c'est extrêmement important et toutes ces données et toutes ces questions peuvent être prises en compte, consolidées, approfondies par le nouveau régime qui est en place. Est-ce que justement par rapport à ce, comme je disais tantôt, le transfert de technologie doit être un axe sur lequel le gouvernement doit davantage travailler? Parce qu'on voit les Chinois, eux, quand ils vont à l'extérieur, ils vont en masse, mais ils reviennent. Ils vont apprendre, ils reviennent. Est-ce que cette situation peut être aussi imposée par le Sénégal, entre guillemets? Tout dépend de la politique de référence
que le gouvernement va mettre en place dans les prochains jours. Le document des références qui va donner une vision, une orientation, une planification du processus de développement du pays va donner une indication vers où nous voulons mener le Sénégal. Dans un article que j'ai publié durant Covid, j'ai publié beaucoup d'articles sur la résilience au choc exogène, mais aussi le redressement réalisé par les réformes. Mais le dernier, sur la confiance dans l'avenir, j'avais dit que les pays de l'Asie du Sud-Est, comme Corée et autres, dans le système éducatif, plus de 70% sont inscrits dans les filières scientifiques et technologiques. Et je pense que s'il y a une réorientation au niveau de nos structures de formation et d'éducation sur la science et la technologie, nous pouvons compresser et sauter des étapes dans notre processus de développement. Et cette question est pertinente parce que la coopération avec la Chine, le Sénégal a eu ses résultats. En quoi faisant? C'est une équipe de gestion par les compétences. C'est un général de l'armée, un SEMGA, avec une équipe jeune qui a été très bien formée sur les négociations commerciales internationales, qui connaît les obstacles techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires, et qui connaît aussi les techniques de promotion de l'investissement qui a été mis en place. Et le Sénégal a eu des résultats assez encourageants dans le cadre de sa coopération avec la Chine et nous pouvons faire la même chose au niveau de Corée en 2013 et 2013. Si Corée avait fait la même chose que la Chine, ou bien si les Pays-Bas ou la mission en France agit dans le cadre de la gestion par les compétences, le Sénégal peut tirer le maximum de profit de la diplomatie économique. Parce que la diplomatie économique, c'est des compétences. La Chine, c'est plus d'1 milliard de personnes, mais qui arrive à nourrir sa population. La Chine a connu un moment la famine. Quand Deng Xiaoping est venu au pouvoir, il a dit que le chat soit noir ou gris, l'essentiel qu'il attrape la souris. Aujourd'hui, le Sénégal, est-ce qu'il peut compter sur la Chine sur le plan de la souveraineté alimentaire, de la technicité des Chinois? Il y a beaucoup d'experts qui viennent travailler ici pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je pense que l'expérience de la Chine mérite une attention particulière. Et que les autorités qui sont là-bas actuellement, ils vont certainement se poser la même question. Un pays avec 1,3 milliard d'habitants, comment ce pays a fait pour sortir 800 millions de personnes de la pauvreté? Comment ce pays parvient à nourrir 1,3 milliard d'habitants? Comment ce pays parvient à assurer l'éducation pour tous? Comment ce pays parvient à assurer l'électricité, les infrastructures? C'est un processus. Parce que comme vous l'avez dit, quand Deng Xiaoping est venu au pouvoir, vers les années 78-80, il a initié des réformes. La politique des réformes et de l'ouverture. Avec les 4 modernisations sur la défense, il faut protéger les territoires. Sur l'agriculture, il faut nourrir la population. Sur l'industrie, il faut transformer, mais aussi sur les technologies de l'information et la communication. Et la Chine, au bout de 20 ans, a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, qui lui a ouvert des portes. Après 11 ans, la Chine est devenue première puissance commerciale. En quoi faisant? Il faut renforcer donc la classe moyenne de la population. La Chine, c'est plus de 400 millions de personnes qui sont dans la classe moyenne. 400 millions, c'est plus que la population de l'Union européenne. Et Alsan, vous savez, quand un investisseur chinois vient dans le bureau économique, en face de moi, les questions qu'il pose, c'est quel est le revenu moyen par tête d'habitant au Sénégal. Avant même de poser le SMIC, quel est le revenu minimum? Ça signifie quoi? Ça signifie quel est le pouvoir d'achat des Sénégalais. S'ils viennent investir, est-ce qu'ils pourront avoir le retour sur investissement? Est-ce qu'ils peuvent avoir des débouchés? Parce qu'avant de produire, il faut identifier la demande. Où se trouve la demande? C'est la demande qui crée l'offre. Et je pense que avec le président de la République et le nouveau gouvernement, le premier chantier, c'est d'améliorer l'environnement des affaires au Sénégal. En quoi faisant? En quoi faisant? En faisant comme les pays qui ont réussi à améliorer leur environnement des affaires, le Rwanda, Botswana et autres, par l'examen des pairs. Pendant des années, nous avons fait
le conseil présidentiel de l'investissement. Mais nous n'avons jamais fait l'examen par les pairs. L'examen de la politique d'investissement. L'examen par les pairs effectué par la Conférence des Nations Unies pour le développement avec des partenaires sociaux pour aider le pays à évaluer son environnement des affaires. Et à l'issue, il y a un rapport qui est fourni et il est offert souvent des roadshows pour montrer, voilà, l'attractivité du pays. Vous savez, quand on faisait l'édit, nous sommes partis au port, nous avons rencontré du World. À l'époque, sur 9 conteneurs qui entraient au Sénégal, il y a un seul qui sortait. De lenteur. C'est-à-dire que nous sommes une sorte de soute. Nous sommes des importateurs de net. Nous importons 9 conteneurs et nous exportons un seul conteneur. La balance commerciale est déficitaire. Ça veut dire aussi que la balance des paiements est déficitaire. Donc il faut corriger cela en améliorant l'environnement des affaires, en regardant le coût des facteurs et aussi en veillant sur l'émergence du bien-être du Sénégalais. Alassane, vous savez, quand vous allez dans les pays développés, comme la Chine, ou la France, ou les États-Unis, ce qui vous marque, c'est la proximité des services dédiés aux populations. Sur un rayon de 500 mètres, vous devez avoir un système sanitaire performant et de proximité. Sur un rayon de 500 mètres, vous devez avoir un guichet automatique qui vous permet de récupérer. Sur un rayon de 500 mètres, vous devez avoir un supermarché pour vous approvisionner, etc., etc. Et l'école pour vos enfants, l'eau, c'est important. Et cela ne doit pas être uniquement dans la capitale. Je vous l'avais dit, c'est très important. Mais ces pays que vous citez, comme la Chine, la Corée, ils ont fait une révolution beaucoup plus profonde. C'est la réforme de l'éducation. Ils ont introduit dans l'éducation la technologie et la science. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui la Chine est première puissance mondiale pratiquement commerciale. Si on regarde bien TikTok que nos jeunes utilisent ici en Chine, c'est pour l'éducation et c'est pour la science. Alors dans nos pays, c'est pour des jeux ludiques. Comment faire pour que l'éducation dans nos pays soit réformée, qu'elle soit performante? D'abord, il faut des changements dans l'approche. D'abord, il faut que le document de référence qui va être publié prochainement puisse prendre en charge cette question et bien partager et dire que nous voulons développer l'industrie, par exemple le secteur industriel. Quelles sont les réformes à mettre en place pour ce... La Chine ne s'est pas industrialisée en un seul jour. Vous avez parlé d'Deng Xiaoping. Quand il faisait cette politique d'ouverture, il avait mis en place un système qui permet de passer par l'expérimentation des pilotes à travers le parc industriel de Suzhou, de Shenzhen, de Chongqing et de Shanghai. Ils ont mis en place des parcs industriels pilotes et si ça marche, on copie, on colle. Et aussi, savoir que l'investisseur qui vient, l'entreprise, son rôle, c'est pas d'aider un pays à se développer. C'est pas un philanthrope qui vient au Sénégal. Ça fait de faire des Donc profits. l'entreprise, son rôle, c'est de faire des profits. C'est comme une banque, son rôle, c'est de faire des crédits. Donc quand ils viennent pour faire des profits, il faut faire en sorte que les avantages, les incitations que vous donnez à l'entreprise, ça puisse être aussi bénéfique à l'État. Je prends un exemple. Nous avons le parc industriel de Diamniadio. Oui. Ça devait être beaucoup plus performant parce que c'est un parc pilote qui devait donner plus d'avantages et d'incitations aux entreprises et l'État gagnerait sur la création d'emplois, le recrutement massif de jeunes, mais également des impôts sur les revenus et offrir ces entreprises le temps de la maturation parce qu'il y a le temps de lancement d'une entreprise, maturation et aussi le seuil de croissance et maturation. Il faut les permettre de se lancer, de croître, mais aussi d'avoir une maturation pour pouvoir tirer les bénéfices de cette industrialisation. Donc, les technologies existent. Il suffit juste d'orienter la coopération. Je vous ai dit qu'il faut développer une diplomatie économique agressive avec des compétences. Apparemment, Diamniadio ne marche pas parce que les produits sociaux de base ne sont pas sur place. Les gens ont des difficultés à Diamniadio. Même pour les évacuations des jours jugés, c'est un problème. Je vais vous donner une confidence. La première entreprise qui s'est installée dans le parc industriel de Diamniadio, c'est C&H, Candy et Hélène. Avant même la pose de la pierre, Hélène envoie à notre cher regretté Premier ministre Boun Abdallah Dionne, que je rends hommage et que son âme repose en paix,
un message pour lui dire que le président va effectuer une visite dans un pays partenaire du Sénégal. Et nous souhaitons que s'il part, qu'on puisse avoir de la coopération dans ces pays. Donc, l'entreprise qui s'installe, avant même de commencer, identifie où se trouve la demande. C'est la question sur le revenu moyen par tête d'habitant. Donc, les entreprises qui s'installent, il faut qu'ils trouvent les moyens, mais surtout les inputs. Parce que si vous allez en compétition internationale, et que vos inputs viennent de l'Inde, de la Chine, du Corée ou d'autres pays qui sont très éloignés, où vous faites 45 jours par fête, donc ça obère les coûts. Ça ne facilite pas les gens. C'est pourquoi on dit dans les documents que l'Afrique représente 3% du commerce international. Et pourquoi l'Afrique représente 3% du commerce international? Regardez sur toute la chaîne de valeur du commerce international, où figure l'Afrique? Sur les assurances, sur le fret, les bateaux, sur la transformation. L'Afrique se situe au niveau des produits de base, ce qu'on appelle des commodities. Nous exportons des commodities, par exemple, nous exportons de grains d'arachide qui est transformé, et souvent il y a la progressivité des droits de douane. Ça, c'est des concepts techniques que le Sénégal a formé des jeunes compétents qui peuvent aider le Sénégal à lever ses contraintes en termes d'obstacles techniques au commerce, mais aussi de mesures sanitaires et phytosanitaires pour booster les gens. Par exemple, l'AGOA. Ce que nous avons fait avec la Chine, nous pouvons le faire avec les États-Unis. Vous savez, la Chine importe l'arachide de beaucoup de pays, transforme et vendent en Europe. Pays-Bas, c'est la bourse de l'arachide, mais les États-Unis aussi, ils ont un conseil américain pour l'arachide. Ils consomment beaucoup de pâtes d'arachide avec l'arachide de bouche. Mais ça, il faut amener des compétences pour le savoir. Souvent, les ambassadeurs, s'ils ne sont pas entourés par des compétences pour booster les échanges, ça permet de retarder un peu la coopération. Et je pense que les changements fondamentaux que je résume doit apporter avec Madame le ministre, Madame Yacine Fall, mais également le gouvernement de Ousmane Sonko, c'est d'abord des changements fondamentaux au niveau de l'administration. Une administration de développement, une administration de service, une administration qui travaille sur les coûts implicites, pour réduire les coûts implicites, la mauvaise décision, la corruption, mais aussi la mauvaise prise en charge des dossiers, avec des compétences avérées. Par exemple, ce que nous avons actuellement dans la diplomatie, la cartographie diplomatique, il n'y a qu'un seul bureau qui a ces compétences, se situe à Genève, où vous avez un douanier, un colonel des douanes et un commissaire aux enquêtes économiques pour suivre des questions avec la CUNICEF, l'OMC, l'OMPI et autres. Mais imaginez, vous avez ce même bureau à Washington, où vous avez la Banque mondiale, le FMI et toutes ces dynamiques de cette première puissance économique mondiale pour booster l'AGOA. Vous avez créé combien d'emplois? La Chine, je vous ai dit, nous avons passé de moins de 10 milliards d'exportations à 75 milliards d'exportations. Vous faites le budget de certaines institutions sur 5 ans, vous gagnez ça en une année. Donc c'est efficace, parce que quand vous amenez un technicien, c'est un socle que vous amenez dans le modèle. Et ce socle, si ça marche, c'est positif, parce que c'est des verrous le commerce international, c'est des verrous l'investissement. Vous êtes devant un investisseur, quels sont les éléments de langage que vous allez tenir pour le convaincre à venir investir? Ça, c'est extrêmement important. Et le bureau économique de Chine, au Sénégal, du Sénégal en Chine, a réussi cela. Alsan, 2014 à 2015 jusqu'à 2016, chaque mois, je faisais venir des investisseurs chinois au Sénégal. Mais nous avons un problème de capacité d'absorption de ces investissements. Parce que le cadre environnemental doit être amélioré. Il faut des réformes en profondeur. Il faut des réformes au niveau de l'administration, il faut des réformes au niveau de l'environnement des affaires. Mais surtout, il faut des compétences qui ont été formées. Je donne l'exemple. Moi, avant d'aller en Chine comme chef du bureau économique, en 2007, l'État m'envoie en Chine pour faire un séminaire sur l'introduction de l'investissement en Chine. C'était en 2007, à Shanghai, dans le centre où ils forment les leaders. C'est le China Executive Leadership de Pudong. C'est là-bas qu'ils forment les gouverneurs et les maires. Nous avons été là-bas pendant 21 jours. Ensuite, qu'est-ce que l'État a fait? Il m'envoie en Égypte
pour me former sur les grands problèmes économiques internationaux. Nous avons été formés avec des experts de la Banque mondiale, du FMI, de la CUNICEF, de l'OMC sur les grands problèmes économiques internationaux. Après, en 2010, l'État m'envoie à l'Organisation mondiale du commerce. J'étais au cœur du système de l'OMC. Donc, une fois en Chine, ce sont ces outils que nous utilisons pour convaincre les Chinois à ouvrir le marché. Première réunion, j'ai dit aux Chinois, regardez, vous faites 302 milliards d'exportations. Nous, on fait 8 milliards d'exportations. Et à Doha, en 2005, vous avez pris un engagement d'ouvrir votre marché à hauteur de 97%. Qu'est-ce qui empêche la mise en œuvre de cet engagement? Après, nous avons discuté sur le plan technique. Donc, de bullet point à bullet point, on lève les verrous et des documents sortent. Essayant de l'aide sur le tarif douanier de zéro de la Chine, on passe de 6 000 lignes tarifaires à 8 064 lignes tarifaires. Ça veut dire qu'on peut avoir accès à ces 8 000 lignes tarifaires quota free, duty free, on ne paye pas de droit de douane. Si les produits quittent ici pour aller, on ne paye pas de droit de douane. Ensuite, on signe l'accord sur l'arachide. On extend aussi les autres services, les autres produits que nous exportons, comme les produits halieutiques et de la mer. Donc, ça fait que ça a boosté les échanges. Et cette expérience avec la Chine, si nous l'avons fait aux Pays-Bas, si nous l'avons fait en Corée entre 2013 et 2017, nous allons créer beaucoup de devises qui vont entrer pour le pays. Merci infiniment, Mamadou Sarr, d'avoir intervenu sur ce plateau d'ITV à Question Directe. Je rappelle que vous étiez le chef du bureau économique du Sénégal en Chine. Vous êtes aussi commissaire aux enquêtes économiques et vous êtes expert international en commerce, en investissement. Nous parlions avec vous justement de la Chine et surtout de la présence du président du Sénégal en Chine et qu'est-ce que le Sénégal peut davantage faire pour profiter de cette coopération et surtout importer beaucoup de l'industrie pour booster son économie et transformer sur place et pouvoir le vendre sur le marché international. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.